l'air un peu crispé sur le pétunia, non? Il faut tenir, hein. On a mis 3 heures à faire la photo et oui, c'est parce qu'au résultat, je me dis, mais il va tomber le coup. Fais voir c'est en réel, hein. On petit peut pas. jingle. Bon, ça fait le coup suivant, alors. Bon, alors, c'est un jardin qui reprend tous les codes de l'actualité. L'actualité, c'est la rentrée des classes avec, alors là, c'est plutôt pas la classe, c'est la cour de récré. C'est ce qu'on aime le mieux pour la rentrée à des l'école, classes. oui. Ah bah oui, c'est le cartable neuf, c'est les crayons de couleur et c'est surtout les récrés. Et les récrés, dans le jardin, c'est quoi? Ce sont les codes, comme vous l'avez dit, les codes du repos, les codes du partage, les codes du jeu, les codes des choses simples. Où est-ce que vous l'avez trouvé, ce jardin? Eh bien, c'est un jardin qui a été primé il n'y a pas longtemps à Paysalia, qui est un grand salon dédié aux paysagistes. Et c'est une femme qui l'a créé, qui a voulu un jardin récréatif, un jardin pour les grands, parce qu'on a tous été des enfants et on l'est encore, avec les codes communs, les billes, les cachettes, les petits végétaux, la mousse pour se reposer. C'est un jardin véritablement dédié aux petits-enfants, mais aussi aux grands, donc à la famille. Et vous allez voir qu'on joue aux billes, on se cache. Il y a des codes à reprendre dans un jardin. Il fait à peu près combien de surface, là? Il fait à peu près 55 mètres carrés. Voilà. Et si vous le multipliez par 4, si vous avez un grand jardin, et ainsi de suite. Y aller, ouais. Mais ça, c'est vraiment le petit jardin. Il y a de l'eau, mais qui est matérialisée, vous allez voir, par une matière qui est très reprise, qui a été très reprise il y a très longtemps, c'est-à-dire la bille. Les billes bleues matérialisent un chemin d'eau. Vous allez voir, regardez. Véritable innovation dans le domaine du paysage, de jeunes paysagistes ont planché sur un thème cher à tous, la récréation au jardin ou comment l'aborder et la mettre en pratique facilement. Voici de bonnes idées à mettre en œuvre chez vous pour retrouver votre âme d'enfant. On est plus dans l'imaginaire que dans la traduction littérale de la récréation. C'est-à-dire qu'on n'a pas collé des balançoires partout, des marelles, des machins. On est plus parti sur des ambiances et sur du ressenti, de la texture, etc. Donc plus sur des émotions que vraiment sur une transcription du mot récréation. Première bonne idée, utiliser des gabions ou grosses caisses grillagées qui permettent de faire des murs, des bancs et bien autre chose. On les remplit de cailloux par exemple. Retournons à l'école aussi avec des billes utilisées ici pour reprendre le thème du petit poussé. D'autres bonnes idées? Les bonnes idées qu'on pourrait reprendre chez soi déjà, c'est le talus de mousse, parce que c'est hyper sympa en arrière-plan. Ça fait un endroit assez zen, assez joli et sur lequel on peut monter. C'est naturel, c'est très facile d'entretien, donc tout bénef. La mousse, grande plante d'avenir. Et surtout qu'on a beaucoup de jardins d'ombre dans les villes et tout, donc c'est vachement bien. Ce qu'on peut reprendre aussi, c'est le massif avec le chaudron qui est légèrement surélevé et avec les plantes tout autour qui le nichent. Ça fait une fontaine qui est très simple à mettre en place, mais qui a beaucoup d'effets. Il n'y a pas de récréation sans jeu d'eau. Une fontaine en pierre naturelle fait son effet en masquant les bruits inopportuns. Place aux rêves, les graminées, c'est la bonne idée pour éveiller le jardin en hiver. Et jouons à cache-cache aussi avec un tunnel 100% naturel. Le tunnel, pas facile, on peut le faire, mais ça a été dur à monter. Et ça, c'est vrai que le préau en brindille, ça fait comme du land art en fait. Et ça intègre le saule, qui est une plante toute simple, mais sous une forme architecturale qui lui donne un poids incroyable, quoi. Et c'est vrai que ça peut être très joli dans un jardin. La végétation est sobre, naturelle. On associe les boules, les fruits rouges pour la touche hivernale. Des feuillages sombres tranchent avec des fleurs très claires, comme les camélias par exemple. Allez, lâchez-vous et jouez maintenant. Un peu plus de 50 mètres carrés, 55. ça fait intervenir combien d'espèces végétales différentes? Alors là, il y a à peu près une soixantaine d'espèces végétales. Il y a beaucoup de graminées, vous savez, ces choses un peu sèches qui ont fleuri. Voilà, Et puis, il y a des arbustes à fleurs, à fruits. Il y a une cinquantaine, voilà, 50, 60 variétés différentes. Il ne faut pas se tromper. Non. C'est valable du nord au sud ou il y a des régions où... Non, c'est valable du nord au sud. C'est des végétaux assez résistants. Les fruits ne sont pas toxiques. Donc pour les enfants aussi, c'est intéressant, voilà. Et il y a des fleurs toute l'année. Là, il y aura des fleurs pour cet hiver, pour cet automne. Donc il y a pas mal d'idées pour intéresser les enfants. Et il y a pas mal de cachettes dans les arbres, dans le préau qui a été fait avec du saule pleureur tressé. Il y a pas mal d'idées à reprendre. D'accord. Mais comment fait-on si on veut s'inspirer de ça? Parce qu'elle l'a fait une fois, puis voilà. Alors le plan est sur notre site internet, bon, voilà. il Il y a pas mal de bonnes idées. Et puis après, on peut, avec les billes, faire pas mal de choses. On peut faire des petits jeux sous la balançoire. Sous une balançoire, on peut mettre un petit carré de billes. Voilà, la bille revient en force. Vous, les billes, ça me...
Je préfère les billes au Pokémon. Franchement, on peut rien en faire parce qu'elles sont collées au... Non, elles sont pas collées, elles sont libres. On peut les prendre, il y en a qui jouent aux billes, justement. Ah oui, mais ça fait plus la rivière, du coup. Ah bah oui. Ah ouais. Non, mais c'est très précis. Tout est mobile dans un jardin. Il y a des agates ou pas? Il y a des agates, des grosses billes. Vous connaissez ça, les filles, ou pas? On a vu chez les garçons. Ah ouais. Parce que nous, on n'était pas très bons. Bon, Bah, tu les sens le mur agates, ou oui. vous étiez mixte? Nous, Non. on regardait les garçons. Comment on appelait ça? Les boulards? Ah oui, le boulard. Le c'est gros, le ça. boulard. Ça, c'est la grosse. Énorme. Les galots, le boulard. Les calots. Calots. Mais boulard, ça existe, c'est le très très gros. Quoi. Très bien. Oui. Merci beaucoup. Comme ça. Ah ouais. Bon, alors, comment ils sont ces bateaux? Gros, Alors, petits? l'intérêt, alors Combien ils vous coûtent avez surtout? tout ce C'est un que gros bateau, il vaut combien? Alors, le gros bateau, pour 4 personnes, prévoyez dans les 1 500 € pour un week-end de 3 jours. Ah, bah voilà. Le bateau pour 4 personnes, mais nettement moins équipé, ça peut démarrer à Celui-là, 500 €. Ah non, celui-là, il est quand même plus cher. Celui-là, il n'est pas pour 4 personnes. Celui-là, vous avez 1, 2, 3 cabines doubles, ça fait 2, 4, 6. Vous avez une salle de bain par cabine double, vous avez un salon magnifique, une très belle terrasse. C'est le bateau du tournage, donc forcément, ah bah oui. Un terrain de foot, un L'intérêt, bowling. Ah ouais. l'intérêt, si vous voulez, c'est que, il s'agit de prolonger un peu le côté vacances. C'est une petite bouffée d'air pur, d'arrière-goût de vacances à une période où on a encore de belles journées. Le mois de septembre, il fait encore doux, les journées sont encore un peu longues, donc c'est le moment d'en profiter pour des week-ends de 3 jours sur les voies navigables. Or, en France, on a 8500 km de voies navigables, donc c'est beaucoup, c'est plus que la Hollande. Alors, tout n'a pas forcément un intérêt touristique, mais quand même, on a l'Alsace, on a la Bourgogne, on a évidemment le canal du Midi. La Dordogne. Oui, et puis on a aussi la Camargue, donc il y a de quoi faire. Vous avez 60 bases nautiques qui sont disponibles, et le dernier intérêt, c'est que vous n'avez pas besoin de disposer du permis bateau. Alors ce sont des bateaux qui ne vont que sur les voies navigables, vous n'allez pas en mer. Et surtout, vous pouvez partir pour des petits séjours. C'est ça l'intérêt en famille ou entre amis. Vous pouvez aussi prendre de longs séjours si vous voulez, mais à cette période de l'année, l'intérêt, c'est le week-end prolongé. Bien sûr, on n'a pas besoin, même pour un bateau de cette taille-là? Non, vous n'avez pas besoin de permis. Évidemment, vous allez suivre une formation parce qu'il s'agit quand même de naviguer avec oui, parce d'autres qu'on rentre bateaux à 6, sur une 7, voie 8, navigable. vous allez dire. Évidemment, et puis vous avez votre famille à bord. Mais après cette formation, vous pouvez naviguer tout seul. Vous êtes le capitaine, vous choisissez votre chemin. Et en fait, c'est relativement simple parce que un fleuve, la grande difficulté, c'est quoi? C'est se garer. On ne dit pas du tout comme ça. D'ailleurs, on dit s'amarrer. Se garer, C'est pas- Isabelle. Volant. Où est-ce que je me gare, capitaine? Sinon, je ne me gare pas. Et passer les écluses. Ça, et oui, évidemment, c'est compliqué. Bon, allez, on y va. Donc regardez comment ça se passe, direction la Camargue. Ces bateaux sont accessibles à tous, aussi bien en termes de budget qu'en termes de confort et qu'en termes d'accessibilité, notamment pour les personnes en fauteuil roulant. La location sans permis est possible sur des bateaux qui sont entre 7 et 15 mètres pour des équipages de 2 à 12 personnes. Pour piloter un bateau, il suffit qu'il y ait une personne majeure et une personne qu'on juge apte à la manœuvre. Généralement, on considère qu'un enfant à partir de 16 ans peut être apte à la manœuvre. On a la possibilité de louer ces bateaux sans permis parce qu'on va faire une formation et à l'issue de cette formation, on délivrera un permis provisoire. Dans cette formation, on va expliquer un petit peu les rudiments de la navigation avec un exercice pratique, une petite formation théorique sur les règles de navigation et puis bien sûr expliquer tout le fonctionnement du bateau. Dans la formation pratique, on va apprendre les manœuvres d'arrêt d'urgence, le passage des écluses, les manœuvres de demi-tour. Et également les manœuvres d'amarrage, que ce soit dans les haltes aménagées ou en pleine nature. Durant l'initiation, on va expliquer un petit peu la partie théorique, le code de navigation. Et à bord du bateau, il y a le livre de bord, où dedans on va retrouver toutes les significations des panneaux de signalisation qu'on croisera pendant le séjour. Globalement, on rencontre très peu de soucis parce que c'est un type de vacances vraiment doux, très lent. Les bateaux sont très bien protégés.
Toutefois, on a un service d'assistance 7 jours sur 7. Pour le moindre souci, les gens peuvent nous appeler et on intervient. L'avantage de ce type de vacances, c'est qu'on est sur des voies d'eau intérieures et donc il y a tout de suite à proximité un accès voiture et donc on peut toujours intervenir. On a vraiment une offre de bateaux pour tous les budgets. Ça va dépendre du niveau de confort. Pour un équipage de 4-6 personnes, par exemple, pour un week-end avec un départ le vendredi et un retour du bateau le lundi matin, il faut compter entre 500 € et 1500 €. Et le prix sera encore plus intéressant sur des gros bateaux quand on partagera l'addition à 10-12. Bonne question. Il y a un seul pilote ou alors sinon il faut faire une formation à plusieurs? Alors, il faut au moins qu'il y ait un pilote officiel, c'est-à-dire qui ait suivi la formation. Il vaut mieux être 2 parce qu'effectivement, pour l'amarrage, il y en a quand même un qui saute à terre avec la corde, le boot, enfin, vous voyez, les trucs de navigation, quoi. La corde. La corde, quoi. Bon. La corde. Ah Ne bah dites oui. jamais ça à bord d'un bateau. Ah vous non, allez vous je faire sais. jeter par-dessus bord. Absolument. Passe-moi le boot. Le boot. Donc voilà, mais en dehors de Très ça, bien. en dehors du pilote officiel, Non, mais il oui, faut mettre deux, d'accord. vous pouvez donner Et la faire la barre à un formation à enfant deux. si vous restez avec lui, Ok. évidemment. Merci beaucoup. Au revoir, mesdames. À plus tard, jeune homme. Ça fait assez prof, là. Hein, Attention, attendez-vous à savoir, disait Attendez-vous à Geneviève savoir. Tabouy, non? Ouais, C'est pas ça ouais. Euh, Il y a un petit côté Lénine jeune. je vous remercie. Regardez. Hein, il y Ouais, a- ouais, il y a un Nicolas petit côté II. Trotsky. Trotsky, bah, les lunettes rondes, hein, forcément. Ah oui, Voilà, évidemment, voilà. oui. Je vous pose Bon. une devinette, puisque c'est ça. Allez-y. Qui a inventé l'eau chaude? C'est vous. Non, c'est quelqu'un qui a mauvaise presse d'habitude. Il passe pour un imbécile. Il faut remonter assez loin. C'est l'homme de Néandertal, ainsi nommé parce qu'on a trouvé son squelette de cet homme préhistorique dans la vallée de Néandertal, la vallée, voyez-vous, au 19e Ça, siècle. de la vallée en quelle langue? Néandertal, c'est la vallée en allemand. En allemand. Donc Néandertal. Donc c'est un article dans Ça m'intéresse Histoire sur les super pouvoirs de l'homme de Néandertal. On le réhabilite. Alors je vous rappelle qu'il disparaît vers 30 000 avant Jésus. Il y avait 2 espèces d'hommes jusque-là qui cohabitaient, Néandertal et Cro-Magnon. Pendant longtemps on disait Cro-Magnon, il était beau, svelte, intelligent et on descend de lui. Et puis Néandertal, vous voyez une photo que j'ai Oui, trouvée sur... il est moche, Voilà. Poilu. Ça c'est Il n'a pas l'air sympa. c'est sur le site du musée de la préhistoire de Nemours. La vallée de Néander. Néandertal, Elle est où, la vallée de Néander? en Allemagne. Ah, est-ce que tout le monde sait, vous croyez que l'homme de Néandertal vient d'une vallée en Allemagne qui pour ça que je vous le s'appelle dis. Néander? C'est pour ça que je vous le dis, Néandertal, Wuppertal... appris quelque etc. chose, Eh là. ben, plein de choses, C'est j'espère. bien cette émission, on apprend des trucs. Donc lui, on disait que c'était un rusto un peu crétin et c'est pour ça qu'il avait disparu. Eh ben, on revient de cette explication simpliste. D'abord, on a trouvé des bassins dans ces grottes avec un système de pierre pour chauffer le feu. Donc il avait l'eau chaude, c'est pas ce que je vous disais, c'est déjà pas mal. Il avait aussi une force, une résistance incroyable. Il faisait des bijoux alors qu'on croyait que jusque-là, il avait aucune aptitude artistique, contrairement à l'autre Cro-Magnon. Son cerveau était fait de telle manière, Néandertal, qu'il avait une vue bien meilleure que la nôtre. Alors par contre, c'est vrai, il n'était pas doué pour se projeter dans l'avenir. Son cerveau n'était pas fait pour ça. C'est peut-être pour ça qu'il n'arrivait pas à anticiper les événements, c'est peut-être pour ça qu'il a disparu. En tout cas, il nous a légué, comme l'autre, plusieurs choses, notamment notre système immunitaire, pense-t-on. Donc c'est intéressant, ça nous parle de ce qu'on croit savoir et du fait qu'il faut pas... On trouve ça où, cet article? Ça m'intéresse Histoire. Ça m'intéresse, histoire. Ouais. D'accord. Toujours à propos du savoir, là c'est l'actu de la rentrée, vos chers petits rentrent peut-être à l'école. Achetez donc Que choisir. Pourquoi? Parce que si vous avez attendu le dernier moment pour faire les courses de rentrée, eh ben, lisez ça. Il y a du c'est bien, poison ça. dans nos cartables. Très très bien, ça. Ouais. Dans les fournitures scolaires, Que choisir à chercher les substances nocives dans les stylos, les trousses, les cahiers. Alors ce sont les fameux phtalates, les formaldéhydes et autres composés chimiques nocifs. On les trouve dans les trousses. C'est d'autant plus dangereux parce que les enfants sont en pleine croissance et bizarrement, la réglementation est assez vague en la matière. Nous dit Que choisir, beaucoup plus vague que pour les cosmétiques, bizarrement. Les normes minimales de qualité ne sont pas obligatoires pour les fournitures scolaires. Les industriels font à peu près ce qu'ils veulent. Donc lisez cet article qui vous dit quelle marque acheter. Il y a des tableaux pour les stylos, les crayons, les cols. C'est dans le numéro de septembre de Que choisir. Et puis toujours pour faire de Et bons vous achats. donnez ça à Isabelle Martinet. Ouais. Le numéro de Que septembre de Ouais, Que choisir de ouais, septembre. on va faire une chronique là-dessus. C'est de septembre? Oui, c'est voilà, celui qui vient de commencer. Voilà. Que choisir, je mets. Hein. Que choisir. Elle est partie, Martinet? Non, elle est encore là. Tiens, vous lui donnez? Elle a du boulot pour la semaine prochaine.
Voilà. Voilà une validité. Encore des achats. Je termine avec ça, c'est dans le magazine Nous Deux, cette fois les achats sur Internet. Est-ce qu'on peut faire confiance aux avis de consommateurs sur Internet? Pas forcément, vous le savez bien, le journal nous confirme. Avant d'acheter un séjour vacances, par exemple, regardez ce qu'on dit sur Internet, mais sachez que parfois c'est le commerçant lui-même qui dit du bien de lui, ou alors un de ses concurrents qui en dit du mal. Eh bien, le mensonge est toujours puni. Nous dit Nous Deux, parce que vous risquez 37 000 et quelques euros d'amende. Donc faites très attention. Si vous êtes repéré. Oui, si vous êtes repéré, mais bon, le jeu en vaut-il la chandelle? Et surtout, Nous Deux nous dit quels sites sont à peu près fiables en la matière. Très bien, merci beaucoup, Frédéric. À perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon. Alors, ces ouvrages, maintenant, on en parle assez souvent à la télé, dans vos magazines, on parle à l'instant Frédéric, et puis à la télévision. Sauf que quand on remonte dans le temps, les émissions littéraires, il n'y en avait pas tant que ça. Non, c'est vrai. Oui, et puis surtout, les écrivains, les auteurs étaient plutôt discrets par rapport à aujourd'hui, Oui. hein, beaucoup Pas plus. habitués à s'exprimer en Pas public. habitués, c'est exactement ça. Et je me suis rendu compte qu'ils racontaient en fait leurs amours, leurs amitiés avec beaucoup de pudeur d'ailleurs. C'était fait comme ça, puis très poétique aussi. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de parler de ces auteurs classiques de l'époque, parce que j'avais juste envie de savoir un peu à quoi ils ressemblaient, quelles étaient leurs voix, qu'est-ce qu'ils racontaient. Parce que c'est vrai, vous lisez un livre, vous savez de qui il est, ça vous a marqué, forcément, ça vous a pas laissé indifférent. Vous l'avez lu une fois, deux fois, peut-être qu'une seule fois, mais ou peut-être que vous allez seulement les lire, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui vous interpelle. Et savoir finalement à quoi il ressemble, c'est intéressant. Et il raconte ça avec tellement de... C'est touchant, William. Moi, ça m'a touché. Bien évidemment, vous allez voir des choses très drôles. Ce sont des images que vous n'aviez peut-être pas vues. C'est vrai que Françoise Sagan, toute jeune fille, qui vient de publier son premier roman, c'est touchant, c'est vrai. Bien sûr, c'est touchant. Mais après, vous avez aussi Monsieur Prévert, vous avez c'est un voyage auteurs. à travers l'actualité littéraire, grâce à Lina. Exactement. C'est curieux. Ouais, je pense que ça va même vous donner envie de relire vos classiques. Oui, sans doute. Regardez. Allez. Bonjour à beaucoup. Mais Zazie, c'est aussi une sorte d'humour noir, non? Oh non, non, je Non. ne trouve pas. Non, non, je trouve pas ça noir du tout. Enfin, j'ai peut-être des illusions. Ah non, j'ai oublié que ça a eu le prix de l'humour noir. C'est vrai. Alors, je retire ce que j'ai dit. Si ça a eu le prix de l'humour noir, il faut croire qu'il y a de l'humour noir dedans. Je ne fais rien, je me promène tout le temps. La vie est facile, factuellement, et de temps en temps, j'ai besoin de me battre ou de me colter avec quelque chose de réel. Et la réalité, ça devient la fiction, ça devient la difficulté d'écrire. Il y a une chose, par exemple, dans Jules Verne qui m'a toujours fasciné, c'est la possibilité qu'il a de faire pendant 3 pages une énumération de noms de poissons sans que ça soit ennuyeux. Il vous est arrivé une fois d'être violemment en désaccord l'un avec l'autre? Voilà, à chaque fois. Quelquefois, nous engueulions si fort que Bosque, qui venait déjeuner avec nous, par exemple, entendant nos engueulades à travers la porte, s'en allait effrayé en disant « je reviendrai quand ça ira mieux ». Mais en vérité, la violence était plutôt dans le ton que dans le fond. Enfin, vous m'avez dit une fois, je vous perçois, je comprends maintenant toutes vos ruses, je vous perce à jour depuis votre premier livre. Vous avez menti tout le temps. J'ai remarqué que les parents disent toujours « plus tard, tu verras, plus tard, tu feras ça ». Pourquoi? Ça veut dire que c'est un élevage, l'enfance. Je le dis d'ailleurs dans une interview aujourd'hui. C'est un dressage. J'ai une peur terrible des cauchemars. Ça ne m'empêche pas d'aimer profondément Kafka. Son journal, oui. Ses lettres, oui. Tout ce qui est lui, oui. Mais ces romans que j'admire, je les ai lus une fois et je n'y reviendrai jamais. Vous comprenez? Qu'est-ce que c'est l'amour? Ça, vraiment, vous me posez des questions compliquées au moment où je suis en train de travailler. Alors, qu'est-ce que c'est la passion? Au sens étymologique, curieusement, c'est souffrir. Hein? C'est curieux, ça. Subir. Aragon menait grand train dans ce bar, buvait des boissons fortes et généralement prenait à partie les consommateurs dont la tête ne lui revenait pas. Et il les insultait très très violemment, mais avec une telle élégance de langage qu'on ne pouvait qu'admirer. On peut s'apercevoir que même là où Elsa n'est pas nommée, elle est présente. C'est la suite d'une certaine idée qui possède un nom fort indécent.
qui est celui de l'amour, c'est entendu. Et un soir, un matin, quand je suis arrivée, il était comme un enfant à qui il aurait trouvé le plus beau jouet du monde et le bonheur le plus parfait. Il me dit « Oh, chère Céleste, j'ai une grande nouvelle à vous apprendre. » Et je lui ai dit « Et quoi? Qu'est-ce qui a donc passé de tellement important cette nuit dans cette chambre? » Quelque chose d'immense, quelque chose de tellement bien. Et qu'est-ce qui est arrivé? Et il se redresse, il me sourit et il me dit « J'ai mis le mot fin. Je peux mourir maintenant. » J'adore cet extrait, William. J'adore Céleste, c'était sa gouvernante. C'est Proust, mais c'est... Et ça me donne des frissons. On s'en lasse pas. On en refait un autre? Ah, mais quand vous voulez, vraiment. Il y en a plein. Plein, c'est magnifique. Hein. Et les deux, la Sartre et... Oh là là. Ouais. On aurait aimé être petite souris pour voir quand ils s'engueulent. Oui. Parce que c'est du haut niveau quand même, mais peut-être pas. Alors si on fait avec les candidats de la télé-réalité, c'est moins intéressant. Si, ça serait bien de les confronter. Mais ça, un livre, ils ne savent pas ce que c'est. Vous savez, pour eux, c'est un objet lointain. Merci beaucoup. Pas mal sur le... Non? En équilibre. En équilibre. Ça a été très difficile, mais cette bien séance. sûr, très difficile. Surtout avec 2 citrons coupés au bout de... Voilà. Pas forcément équilibré, donc... Bon, alors, il y avait le spa pour maman, pour papa, pour grand-papa, maman, pour les voisins, pour tout le monde, mais pour les bébés, il n'y a pas de spa encore. Et je me demande s'il n'y a pas des spas pour les animaux. Ah, il y a des spas pour les animaux, pour les chevaux et oui, pour les aussi, chiens aussi. et bien, une injustice vient d'être réparée. Les bébés ont eux aussi maintenant leur spa. Alors en France... Il est rigolo, et ils s'éclatent. Alors en France, parce qu'aux États-Unis, ça existe maintenant depuis plusieurs années. Alors l'idée, c'est qu'effectivement, on veut recréer le milieu amniotique, c'est-à-dire laisser les bébés se libérer complètement. On les met dans une baignoire, l'eau est changée à chaque fois. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que comme ça, ils peuvent aller dans ce spa dès la naissance jusqu'au 10e mois. On n'a pas besoin d'attendre les vaccins. On peut vraiment aller les calmer, leur faire découvrir de nouvelles sensations sans les vaccins. C'est juste une petite baignoire avec de l'eau chaude. Ce n'est pas qu'une petite baignoire. Il y a des jets pour justement se relâcher, aller titiller un petit peu les muscles. Il y a des faisceaux lumineux qui vont l'éveiller, essayer de trouver de nouvelles sensations. Et puis, il y a les parents aussi qui peuvent complètement visualiser le mouvement de l'enfant parce que les parois sont transparentes. Donc, on peut voir l'enfant évoluer dans son... Et il y a quelqu'un, une puéricultrice... Évidemment, c'est encadré par un professionnel de la santé. Les parents, ils ne peuvent pas y aller pour... Alors, les parents sont là. Ils accompagnent l'enfant, ils restent toujours en contact avec l'enfant, mais le fait d'avoir cette bouée autour du cou, vous pouvez lâcher et il peut évoluer de façon tout à fait naturelle. Alors, est-ce que les bébés prennent autant de plaisir que les adultes? Voici leur témoignage en images. I am an island underneath the setting sun, in an ocean that is churning. For all I know there... Le spa pour bébé, c'est une nouveauté importée d'Asie. On a des baignoires individuelles pour chaque bébé et le bébé peut venir dès la naissance puisque les conditions sont similaires à celles de la maison. Donc l'eau est changée entre chaque bain, la baignoire est évidemment désinfectée et l'eau est à 37 degrés comme à la maison et l'environnement du spa est à 27 degrés. Allez, on va lui mettre sa petite bouée, donc vous allez le tenir assis face à vous. Ils peuvent venir dès la naissance sans attendre même la vaccination. On attend juste en général la chute du cordon ombilical et ils vont pouvoir évoluer dans l'eau de manière autonome et explorer leur aptitude motrice. Les bénéfices pour les bébés sont évidemment très nombreux. Déjà, le fait d'expérimenter de nouvelles sensations. Dans le bain, il y a des petites bulles qui arrivent du fond de la baignoire avec des faisceaux lumineux. Donc ça va stimuler vraiment tous les sens du bébé. Il y a évidemment l'intérêt de la détente globale du bébé et ça a un intérêt très important en fait pour un meilleur endormissement. Donc des bébés qui sont agités, qui ont du mal à dormir, ça va vraiment les aider et en général ils font leur première nuit après le premier spa. Un autre intérêt est évidemment la diminution des douleurs en général chez le bébé qui est suivie très précocement dans l'eau, comme par exemple les douleurs liées aux coliques du nourrisson, les douleurs liées au reflux, les douleurs dentaires, etc. Toutes les douleurs que connaît le nourrisson. Et en fait, il va pouvoir se déplacer.
Il a été aussi démontré que tous les bébés qui avaient des difficultés à prendre du poids avaient une courbe de croissance au niveau de leur poids qui est améliorée après un suivi thérapeutique dans l'eau, que ce soit chez les bébés qui sont non prématurés ou chez les bébés prématurés. Là, ça lui permet en fait de vivre sa verticalité et son autonomie dans la verticalité, ce qui arrivera que à la marche. Il y a aussi évidemment des bénéfices pour les parents qui peuvent déjà très tôt dans la vie de leur enfant appréhender des séances dans l'eau, et puis ça va aider aussi au bain à la maison. Ce bain est très intéressant parce qu'il va permettre en fait un échange entre les parents et l'enfant de façon autonome. Chacun est autonome et peut interagir ensemble. Donc un bébé qui sera plus détendu à la fin du bain, les parents seront également plus détendus, les bébés dormiront mieux et donc les parents dormiront mieux et auront une qualité d'échange et de contact avec leur bébé qui sera privilégiée. Une fois que le bain arrive à la fin, on va retirer la bouée de bébé. Je place le bébé en fait sur son dos, en immersion des oreilles et éventuellement des yeux pour pouvoir le relâcher complètement. Et le bain dure environ 30 minutes. Et ensuite, je lui fais un petit massage du corps pour pouvoir terminer la détente globale. On a envie de devenir bébé. Ouais, envie aussi de le faire. Ouais, et de le tenir dans les bras. Et ce qui est amusant, c'est que pendant le tournage, on a vu des bébés qui criaient, qui n'étaient pas contents parce que c'était l'heure du biberon, etc. On les place dans l'eau, ils se relâchent complètement. Les membres qui étaient un peu tendus, un peu serrés, eh bien, ils se retrouvent en verticalité, ils se retrouvent droits et seuls, autonomes. Donc, il arrive à se relâcher, les muscles se relâchent et il arrive à évoluer. Et on voit aussi les parents rassurés, parce que c'est vrai que c'est pas évident de se retrouver avec un petit bébé puis lui donner le bain à la maison. Et là, on est encadré parce que c'est exactement quelles sont les étapes. Hein. On fait pas n'importe quoi. La séance dure combien de temps Environ 20 minutes, une demi-heure. Et puis après, il y a le massage. Et puis après, on nourrit le bébé. Donc c'est vraiment la petite bulle pour le bébé, pour les parents aussi. C'est une activité qu'on commence à faire avec la famille. Dans certains pays, c'est obligatoire. C'est obligatoire, mais c'est évident. Le massage du ventre, Inde, on voit l'intérêt sur le tube digestif, quand il y a des soucis. Et puis pour les insomnies surtout. Très bien, merci beaucoup. Mais c'est pas partout ça. Hein. Non, pour l'instant c'est à Paris, mais vu le concept, on peut imaginer que ce soit partout très rapidement. Il faut avoir des puéricultrices qualifiées. Et là, la kinésithérapeute. Elle leur met la tête dans l'eau comme Absolument. Ça pour faire attention. Et là, il s'agit d'une kinésithérapeute qui porte le projet. C'est une kiné. D'accord. C'est très sympa la guitare. Pas mal, non? Très bien. Ça vous ressemble? Je crois, oui. Elle s'appelle Céla Sou. Oui. Et Frédéric Zetoun l'avait repérée, mais vous n'étiez pas le seul à l'avoir repérée. On était quelques-uns en 2011 quand elle a sorti son premier album. Surtout, ce qui était amusant, c'est que quand on l'écoutait à la radio, on pensait voir, vous savez, une chanteuse black de plusieurs kilos avec une certaine surcharge pondérale. Et vous voyez en fait une petite Belge. C'est la petite Belge qui monte. Elle a 27 ans. Elle est née à Louvain. Elle est totalement blanche. Elle a une voix de black. Elle est tombée dans la black music et quand elle était petite. Et surtout, elle a remis à l'honneur une musique que Bob Marley nous avait fait découvrir il y a quelques années, le reggae, le ragamuffin, qui est un mélange de reggae et de rap. Vous savez, c'est ce que Tonton David avait fait dans les années 90. Nous sommes issus d'un peuple qui a beaucoup souffert. Vous voyez, des choses comme ça, un petit peu scandées sur un rythme de reggae. Elle chante ça en anglais avec une voix qui ne lui ressemble pas. Alors, quand vous voyez une toute petite dame charmante qui a une voix incroyable et sur scène, c'est juste prodigieux. C'était au Festival Solidaire cet été. Nous sommes allés, nous avons vu, regardez. Pour moi, les Français, ils sont très importants pour moi. Ils sont là depuis le début avec Ragamuffin. Comment êtes-vous tombé dans la musique noire? Vous sentez-vous l'âme d'une chanteuse black au fond du cœur? Oh non, je me sens juste comme un être humain. Je me sens ni blanche ni noire. J'entends beaucoup dire que ma voix est celle d'une black, mais moi j'y peux rien. Ce sont juste mes cordes vocales, j'ai rien choisi. Comment êtes-vous passé de la fac de psychologie à la scène aujourd'hui?
À un moment, quand j'avais 18 ans, j'ai fait psycho. Mais vous savez, je devais passer mes examens en même temps que je me produisais dans les festivals. Et moi, j'aime bien faire les choses vraiment à fond. Alors j'ai choisi la musique. Le fait d'avoir des connaissances en psychologie vous aide dans ce métier? Il faut être très très psychologue parfois? Oui. Parce que c'est pas une métier facile. Tu dois être vraiment avec pied sur terre et you have to be. Et vous devez être capable de gérer le succès. The success. Vous parlez souvent de vos difficultés à l'adolescence, vous étiez en pleine dépression. Peut-on dire que le succès vous donne aujourd'hui un autre regard sur la vie et sur le bonheur? Le succès ne vous rend pas plus heureux, certainement pas. Mais je peux juste dire que grandir vous rend plus raisonnable. C'est pourquoi j'ai appelé mon dernier album Reason. Je peux mieux gérer mon hypersensibilité et mieux gérer aussi ma dépression que lorsque j'étais plus jeune. Et quel est votre prochain rêve? Mon prochain rêve est d'avoir des enfants et de trouver le bon équilibre entre ma carrière et ma vie de famille. Je pense que ce sera le plus dur. Eh bien, on vous souhaite autant d'enfants que vous le désirez. Thank you. Là, quel est votre prochain rêve? C'était une question sur sa carrière, ses goûts musicaux, ses ambitions professionnelles. Puis elle vous répond, moi, c'est de faire des enfants, puis peut-être de trouver le gars qui va les faire aussi. Je crois qu'elle a trouvé. Alors, j'ai un scoop, je crois que c'est un de ses musiciens. Oui, c'est pas toujours facile. Bon, mais il y avait j'avais cru comprendre qu'il y avait un certain Prince qu'il avait déjà entendu, elle. En 2010, en novembre 2010, elle fait sa première partie à Anvers et il va la voir. Elle n'a pas encore fait son premier album. Il lui dit: vous êtes complètement faite pour ce métier, allez-y. Et c'est vrai que c'était son idole, elle était contente à Anvers de pouvoir faire sa première partie. Et quand vous avez M. Prince qui vient vous toquer à la fin de la première partie à la loge et qui vous dit c'est votre métier, bienvenue dans la famille, allez-y, ça donne des ailes quand même. Voilà. Ça donne il y a un petit côté Amy Winehouse. Oui. Ou Barbara Streisand, jeune aussi. Barbara Streisand à ses débuts, tout à fait. Et puis la coupe de cheveux rajoute quelque chose. Ça aide. Très bien. Merci beaucoup, Frédéric. Sur le web, Olivia a repéré quelqu'un ou quelque chose? Le clip qui fait parler tout le monde cette semaine. Le clip? Le clip, oui. Ouais. C'est Julien Doré qui revient cette semaine avec le clip de son single Le Lac, qui fait partie de son album qui sortira le mois prochain. Et Julien Doré, il est doué pour beaucoup de choses, notamment la musique, mais aussi pour les surprises. Il y a quelques années, dans un de ses clips, il avait fait faire du patin roulette à Catherine Deneuve. Ça avait surpris tout le monde. Et cette fois-ci, il s'offre une nouvelle invitée surprise. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'effet est réussi. Je vous laisse découvrir en images de qui il s'agit. Ah. Le miroir écorché, que le lac te reflète. Qui lâche le clip. T'aimer sur les bords du lac, ton cœur sur mon Pamela Anderson? Non. C'est ça. pourvu que les hommes nous regardent. Elle a un peu refait, L'ombre et du pire, t'aimer sur les Là, il marche sur un tabouret. Hein, oh. Non. Ah si. Un tabouret de sable. Non. Là, il a un petit podium sous les pieds. Hein. Parce qu'il est plus grand qu'elle, mon œil. C'est pas Pamela Anderson? Oui. Mais oui, c'est inattendu, hein. Bien. Mais finalement, ça fonctionne, ce couple. Ouais. Oui, Ouais, c'est rigolo. c'est rigolo, hein. Enfin, voilà, un nouvel effet de surprise signé Julien Doré et qui fait qu'on parle beaucoup de ce clip. Très chaud quand même. C'est très très chaud. Mais la chanson est jolie, non? La chanson est jolie, elle s'appelle Le Lac. Merci beaucoup. Pour l'amour et un mari pour la vie. Si je le trompe le jour, je suis fidèle la nuit. Ma vie se passe toujours en ciel de lit.
J'ai pris l'amant pour mari et un amant pour amant. Mais on a l'impression que c'est quelqu'un qui imite Bardot. Eh oui, mais c'est Alors on elle. se dit, tiens, il imite bien. Avec Isabelle Chalençon, donc on va parler de cette cosmétique bio. Bon, ça fait déjà quelques années que c'est à la mode. Mais là, à faire soi-même, bon, c'est pas mal. Alors, c'est vrai qu'on connaissait, il y a pas mal de produits déjà, de services qui sont sur le marché. Mais alors, c'était long, c'était fastidieux, il fallait avoir plein d'outils, il fallait surtout chauffer. Chauffer les produits, c'était pas quelque chose qui était instantané. Et donc là, vous avez une marque française, bretonne, qui a décidé de faire des kits, de la beauté sur mesure, en 3 minutes. Donc vous avez 3 produits, vous les mélangez, vous fouettez, et en 3 minutes, vous avez... Fouetter, oui, pour mélanger. Comme en cuisine. Oui, mais je vous parle du petit fouet, je ne vous parle pas du... Oh, mais ça fait du bien quand même. Hein. Ah oui. Et alors, la particularité de cette marque, surtout, c'est qu'ils utilisent des plantes du littoral breton. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'il y a la salicorne, par exemple. Alors, la salicorne, on a plutôt l'habitude de la manger, mais là, elle est vraiment... elle hydrate énormément. Vous avez l'astère maritime, la lavande de mer, ou alors la christe marine, qu'on appelle plus ou moins aussi le fenouil marin. Et toutes ces plantes, elles ont des propriétés hydratantes, antioxydantes. Bref, c'est vraiment... les mélange comme ça, il y a un mode d'emploi, parce que sinon on fait n'importe quoi. Oui, bien sûr. Alors, donc, ils ont vu des chercheurs de Brest, il y a l'université de Brest. Ils sont bretonnants. Hein. Ah oui. Donc voilà, c'est encore un petit peu les... Menton, c'est foutu. Quoi. Mais vous savez que le problème, à Menton, vous avez le soleil. En Bretagne, vous avez souvent la pluie, le vent. Et donc ces plantes sont super résistantes. C'est vraiment très épisodique. Elles sont là, elles sont habituées au stress de la météo, donc elles sont encore plus résistantes. Elles ont plein de facultés. Nous avons rencontré une directrice et on va l'écouter nous expliquer tout ça. La cosmétique à faire soi-même existait, mais c'était trop compliqué. Nous, on veut s'adresser à des non-initiés qui n'ont pas de compétences particulières, qui ont envie d'aller vers cette cosmétique à faire soi-même et que ce soit simple et rapide. Et le deuxième objectif très important, qu'on puisse intégrer dans cette cosmétique le fruit de la recherche que nous menons depuis 2011 avec l'Université de Brest sur les plantes du littoral breton qui ont des propriétés tout à fait exceptionnelles en cosmétique parce qu'elles sont confrontées à des contraintes très fortes de vent, de sel, de mer et du coup, en fait, elles produisent des actifs très intéressants. On a en fait 7 plantes fétiches, par exemple l'astère maritime qui a des propriétés apaisantes, où on va retrouver la salicorne qui a des propriétés hydratantes. Et on va utiliser aussi la lavande de mer, la christe marine ou la matricaire maritima. Le principe de ce concept 3.3, alors ce sont des kits pour le visage ou pour le corps ou pour les cheveux, mais on n'impose rien. La cliente choisit ce qu'elle va mettre dans son kit. Donc elle va choisir la poudre active en fonction de son type de peau. Elle va choisir son mélange d'huile végétale en fonction de son objectif. Est-ce que je veux nourrir ma peau? Est-ce que je veux plutôt un peu de détox? Est-ce que je veux de l'anti-âge? Est-ce que je veux lisser les imperfections? Est-ce que je veux un effet bonne mine? Enfin, il y a différentes possibilités et elle va choisir son eau florale dynamisée. On mélange 3 composants à froid pendant 3 minutes, agitation manuelle. Et ce qui est très important aussi par rapport à ce qui existait déjà, c'est que les 3 composants, une fois que la recette va être faite, tout va être utilisé. Le kit coûte 49 € pour faire 3 produits. Pour une première acquisition, c'est-à-dire qu'il faut effectivement le petit matériel nécessaire du début. Donc ça fait une crème autour de 16 €. Lorsque c'est un deuxième achat, tout est réutilisable. On est vraiment dans une démarche éco-citoyenne et la crème revient à 12-13 €. Les recettes sont très faciles à réaliser. On n'a pas vu encore une cliente rater la confection de sa crème. C'est moins cher que dans le commerce, sans doute. Oui, finalement, parce que là, les kits, c'est entre 29 et 49 €. Donc, vous l'utilisez. Il y a 3 mois d'utilisation à peu près. Donc, pour le moment, vous avez une boutique à Rennes, un site internet, bien sûr. Et puis, vous avez des conseillères qui sont là, qui peuvent, par exemple, pour une société, avec le comité d'entreprise, par exemple, de France Télévisions. Oui, mais c'est une idée, voilà, ça. nous organiser une petite séance cosmétique CE. ou alors entre amis. Voilà. Donc, voilà, Cocorico, c'est français, c'est breton, il faut les aider. Ça aussi, c'est français. Oui. Cette blouse, là. Oui. C'est curieux, ça c'est fait... Cocorico, on peut dire. C'est Cocorico. Cocorico.
Déshabillez-moi avec délicatesse. Vous étiez très blond à l'époque. Je pense qu'il y a eu un petit trucage, vous rassurez-moi, oui, cher oui. William. Là, vous aviez piqué la moumoute à Donald Trump. Hein, Oui, aussi. Et à Michou, voilà, alternativement, Michou, j'étais c'est vrai. une perruque de Trump ou de Michou. Mais on vous reconnaît quand même. Mais oui, bon. On fait découvrir les secrets d'alcôve de quelques-unes des plus grandes figures de l'histoire. J'allais dire avec un grand A, c'est pas simplement la France. Non, non, c'est essentiellement la France, mais il y a également au-delà. Le livre s'intitule, j'adore le titre, William, Polissonne, écrit par l'historien Pierre Lunel, édition du Rocher. Polissonne, c'est une façon de dire des femmes qui aiment l'amour, des femmes qui collectionnaient, des femmes qui avaient beaucoup d'amants. Vraiment, on parle de ça, hein. On est vraiment dans les plus grandes consommatrices de l'histoire. Alors, par exemple, vous avez Messaline, la femme de l'empereur Claude sous l'Empire romain. Donc, elle partait la nuit avec une perruque blonde sans canailler. Elle aussi? Elle aussi, bien sûr. Vous avez Marie Stuart, la reine d'Écosse. Marie Stuart. Ah, Marie Stuart, oui, mais le problème, William, on lui a mis François II, le fils d'Henri II et de Catherine de Médicis. Il a des furoncles. Il a un gros ventre, il a une sale tête, c'est normal que cette brave fille soit partie ailleurs. Il mange de l'ail toute la journée. Oh. Non, il paraît qu'elle était belle, mais à l'époque, la photo n'est pas très bien inventée. Hein, voilà. Et puis il y a des plus récentes, Marlène Dietrich, William, dont je savais son appétit pour l'amour, mais à ce point-là quand même. Nous avons rencontré le truculent Pierre Lunel. Vous allez voir que c'est un historien un peu fantasque. Il est incontesté, Oui. c'est incontestable, ou alors il y a un peu de roman là-dedans. Normalement, il n'y a pas de roman. Après, c'est vrai qu'il s'est laissé aller il a une plume un peu rigolote, un peu osée, un peu imagée. Voilà. Ah non, il n'a rien inventé. Même si nous n'étions pas, ni vous, ni moi, ni lui, dans les chambres la nuit. Mais il y avait souvent des gens qui écoutaient aux portes. Dieu merci pour avoir ces témoignages. Regardez. Bonjour Pierre Lunel. Bonjour. Commençons par la plus collectionneuse de toutes ces femmes que vous décrivez dans votre livre, c'est Pauline Bonaparte, la sœur de Napoléon. Vous dites qu'elle a trompé absolument tous les hommes de sa vie, elle était nymphomane. Elle était nymphomane, elle aimait l'amour, et puis, vous savez, à l'époque, on donnait des maris aux dames. Donc, le mari qu'on lui donne, le prince Borghese, que voulez-vous? Ça ne marchait pas au lit. Alors, elle avait donc un motif. Elle était très jolie, elle était adorable. Et elle était en même temps avec un cœur d'une générosité incroyable. Moi, ce qui me trouble beaucoup avec elle, c'est ça. Les plus grandes amoureuses sont également celles qui ont le plus de cœur. Quand Napoléon n'a plus rien, avant Waterloo, mais après la campagne de France, elle vend ses diamants, elle donne l'argent, tout. Elle veut le rejoindre à l'île d'Elbe. Et elle voulait même aller à Sainte-Hélène. Naturellement, les Anglais lui ont interdit. Mais d'aventure en aventure. Simone de Beauvoir, on peut dire que si elle figure dans votre livre, c'est à cause de Sartre. On peut dire que c'est à cause de Sartre. Parce que Sartre, il tombe amoureux. Bon, il tombe amoureux fou. On peut se poser déjà une question, l'amour est aveugle. Quand on voit Simone, jeune, qui était vraiment très jolie, face à Sartre, qui est déjà moche comme un pou à 20 ans, c'est vrai que ça Mais il était brillant. Ça interroge. Sartre. Il était brillant. Voilà. Donc le problème, c'est que Sartre lui dit « Ma belle Simone, tu resteras la femme de ma vie, mais nous répondons à toutes les bonnes fortunes que nous rencontrons chacun. » En gros, on se permet des escapades. Et on se raconte tout. Ah là là, ah ouais. Et oui, voilà. Et finalement, elle l'aime tellement qu'elle dit oui. Et c'est pour ça que quelque part, tout ce qu'elle a écrit sur le deuxième sexe, sur la liberté féminine, la liberté en tout genre d'ailleurs, pas seulement sexuelle, ça vient également de sa propre expérience. Quand il me prend dans ses bras. Marlène Dietrich. Ah oui. Alors, j'étais époustouflé par le nombre d'hommes qu'elle a eu dans sa vie, et de femmes, parce qu'elle était bisexuelle. Mais les hommes, parmi les connus, Maurice Chevalier, Gary Cooper, Clark Gable, Yul Brynner, Frank Sinatra, Jack Lemmon, le sculpteur Giacometti. Et là, ce ne sont que quelques noms d'une longue liste. Ce ne sont que quelques noms. Personne n'était dans les chambres pour vérifier. Mais ce qu'on sait quand même, c'est qu'elle avait un goût modéré pour la chose. Ouais. Et que ceci facilite cela. C'est-à-dire quand vous avez un goût modéré, au fond, la collection importe peu. C'est ça. On ne se donne pas à plein. C'est ça. Prends-moi, moi, pour lui dans la vie. Ce qu'il y a de formidable chez Marlène, c'est vraiment cette capacité à dire oui ou non selon qu'elle le ressent.
Par exemple, quand Goebbels, en 1930, fait des pieds et des mains pour l'attirer comme star dans l'environnement du Führer naissant, puisqu'il n'est pas encore chancelier, elle dit non. Et elle demande la nationalité américaine. Quelle prescience! Voilà, non, c'est une femme totalement exceptionnelle. Merci, cher Pierre. Rassurez-moi, un tome 2 est envisageable. Il y a d'autres Polissonnes ici ou là. Il y a beaucoup de Polissonnes. On peut faire une encyclopédie des Polissonnes, mon cher Damien. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Avec joie, merci. Merci beaucoup. Qu'il est question des courtisanes, des grandes cocottes du début du siècle précédent, qui avaient des amants célèbres, des princes, des rois. Alors, pas dans ce livre-là, puisqu'on est vraiment, il y a une quinzaine de Polissonnes très célèbres, mais forcément... Suggérez-lui, c'est bien. Parce avez qu'elles avaient une vie horizontale, les autres. Bien sûr. Elles en vivaient. Bien sûr. Il a des Polissonnes en stock, chez le Pierre Lunel. Polissonne, édition du Rocher. Et donc, on en parlait pendant le reportage, William. C'est vrai que le grand amour de Marlène Dietrich fut Jean Gabin, évidemment. Mais j'ai appris que Jean Gabin lui avait proposé le mariage. Mais c'est Marlène qui n'a pas souhaité, puisqu'elle voulait garder sa liberté, et je pense qu'elle l'a regretté plus tard. Et Marlène Dietrich, qui était quand même très indépendante, qui cuisinait, paraît-il, pour Jean Gabin. Ah non, ça c'est vrai. Voilà, alors qu'elle ne faisait pas ça pour les autres. Moi j'ai lu ça dans les bouquins de Louis Boson, bien sûr. qui était son ami jusqu'à la fin, qui raconte ça, effectivement, quand il allait chez elle. Merci beaucoup. Les matins, on demande à Grégoire Tournon de tester des sports qu'on n'oserait jamais faire, qui sont soit parce que c'est très difficile, soit parce qu'on n'en a pas envie, mais alors lui, il est obligé. Mais là, c'est plutôt agréable, pour deux raisons. Parce que le sport en question, ça a l'air assez tentant. Très beau sport. Et puis la personne qui vous donne des cours, elle est aimable. Exactement, une jeune femme. Pour une fois qu'on a une femme qui nous coach dans un sport, on a testé l'aviron de mer. Alors vous avez, qu'est-ce que c'est que ça, l'aviron de mer ? Vous avez suivi pendant les JO. Oui. Les Français ont brillé en aviron, or et bronze. Mais ça, c'est de l'aviron de rivière. Ça se pratique sur un plan d'eau dit en eau intérieure. Là, l'aviron de mer se pratique en mer. Mais c'est avec la même embarcation ou Alors pas ? quand on parle d'aviron, l'aviron, c'est la rame. Voilà. Oui. Alors, en rivière et en mer, la rame reste la même. En revanche, l'embarcation va changer, les catégories vont changer, les distances vont changer et surtout la navigation, parce que vous êtes où ? Vous êtes donc en mer. Les conditions de mer changent. Il y a des vagues, il y a du vent, il y a des courants. Et il faut être bon rameur et surtout marin. Oui, parce que là, vous allez voir, vous prenez des caps, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et pour être coordonné, pour être synchro avec son coéquipier, ça peut être galère. Il y en a un des deux qui fait le navigateur ? Non. Ah oui, aviron, galère, non. Ah oui, c'était le début du plaçage de blagues. C'est bien ça. Non, bon, d'accord. C'est les nouvelles ça, de cette année ou... Oui, c'est la rentrée. C'est la rentrée. Non, alors. Elle est bien celle-là. Oui, il y en a qui. Ça vous plaît ? Ah non, ah bon. Non, d'accord. Pourtant j'en ai d'autres. Attendez, c'est pas terminé. Non. Qui fait la navigation ? C'est celui qui est derrière. Il peut se retourner, il peut regarder. Voilà. Donc il va. Alors. Nous, on était avec Jessica Berra, qui est double championne du monde. Elle a 27 ans. Elle en pratique, elle, souvent en solo. Voilà, c'est dans sa spécialité. Le bateau, qu'est-ce qu'il a de différent avec celui qu'on a vu au JO ? Il est plus large. Il est plus large pour être plus stable sur l'eau. Voilà. Oui. Il est ce qu'on appelle aussi autovideur. Vous avez de l'eau qui va rentrer. Ah, c'est pour ça qu'à l'arrière, on voit qu'il n'est pas fini, là. Voilà. Et Jessica va tout expliquer. Elle est dans un très beau coin de France, terre et côte basque, du côté d'Andaille, au club nautique d'Andaille, dans la baie de Chingoudi. Et pour ne pas être à la ramasse, j'ai ramé avec une jeune fille et j'ai bien mené ma barque. Oh. Ah non, mais il a tout... Un aviron de mer, ce qui fait un bon rameur, c'est d'abord une technique et puis après, il faut aussi savoir maîtriser tout ce qui est maritime. Donc du coup, avant la course, on analyse le vent, on analyse les vagues, s'il peut y avoir du courant. Voilà, il faut tout prendre en compte, spécialement pour passer les bouées. Donc cet après-midi, voilà, on va faire du double sur ce bateau-là. Je vais t'amener ramer dans la baie de Chingoudi, à Andaille, au Pays Basque. Super, beau programme. À l'aviron de mer, un bateau, comparé à l'aviron olympique, va être plus large et un peu plus court. La largeur, ça va permettre de stabiliser le bateau dans les vagues. Et le fait qu'il soit plus court, ça va permettre de diriger le bateau plus rapidement, vu qu'il y a des passages de bouée à faire. Donc il faut que le bateau soit réactif. En revanche, on utilise les mêmes rames ou les mêmes avirons qu'en aviron olympique. Première leçon, on va ramer qu'avec les bras. Le mouvement de l'aviron, c'est un rectangle. Donc quand tu as les bras tendus, il faut que tu lèves les mains pour mettre les rames dans l'eau. Okay. Après, tu tires vers toi et tu baisses les mains pour sortir. Voilà. C'est ça. Et la main gauche, se trouve où ? Alors la main gauche, elle est toujours un petit peu devant la main droite. Surtout pas au-dessus, parce qu'autrement, il n'y aurait pas un bon équilibre au niveau du bateau. Et pourquoi je suis placé là devant ?
Alors, t'es placé devant puisque ça sera plus simple pour toi d'apprendre le geste puisque tu n'auras qu'à ramer. Celui qui est derrière, il doit, ramer en même temps que celui qui est devant. Et puis 2, il doit aller faire la direction, doit se retourner de temps en temps pour voir où est-ce que va le bateau. C'est toi qui donnes le rythme, c'est toi le chef du bateau. Je suis chef du bateau. Ouais. Ah, pour une fois que je suis le chef. On va avoir 3 bateaux différents, donc le solo, le double avec 2 rameurs et le 4 barré, donc 4 rameurs et 1 barreur. La distance d'une course, c'est 6 km. On va avoir sur la ligne de départ au maximum une vingtaine d'embarcations. Une course dure environ 30 minutes, mais suivant les conditions, on peut ramer pendant 1 heure si avec le vent, les vagues. Contrairement à un aviron olympique où on va avoir une course rectiligne, en aviron de mer, on va avoir des passages de bouée, donc souvent des courses en triangle. Deuxième leçon, on va rajouter le haut du corps. Quand les rames sont dans l'eau, c'est le corps qui bascule d'abord, et après les bras. Et quand les rames sont à l'extérieur de l'eau, c'est les bras et après le corps qui s'est renvoyé. Donc avec tes épaules, essaie d'aller un petit peu plus sur l'arrière. Ah, avec les épaules. Ouais, derrière, juste les épaules. Voilà. Tu bascules un peu plus, c'est bien. On va rajouter les jambes. Donc ça fait jambes, dos, bras. Et après, ça fait bras, dos, jambes. Alors, on refait. Donc, jambes, dos, bras, bras, dos, jambes. Jambes, dos, bras, dos. Qu'est-ce qui bosse le plus en aviron? Ça va être les jambes. On va essayer de faire glisser le bateau et en fonction des vagues qu'il peut y avoir, on va même essayer de faire du surf pour pouvoir prendre de la vitesse et puis du coup, au niveau du rameur, s'économiser un peu. Est-ce que tu as le temps de profiter du paysage quand tu rames? En course, non, pas vraiment. Tu es plus concentré sur tes bouées, ta direction, où est-ce que tu dois aller, le vent, le courant. Moi, j'adore les vagues. C'est vraiment les conditions que je préfère, où c'est déchaîné, où il y en a dans tous les sens. J'arrive quand même à suivre une championne du monde, la classe. Ouais, c'est toi et rame. Rame, rameur, ramez, on avance à rien dans ce canoë. Je me demande si vous n'avez pas fait uniquement ce reportage pour passer la chanson. Ram, elle était tellement Daniel Julien, bien, réalisateur, je le salue. C'est un choix d'équipe. Il y a des SDF du sport. Oui, ah oui. Cette jeune femme, c'est évidemment pas son métier. Non, elle est c'est pas championne son du monde. métier. Alors quand elle va à l'autre bout du monde pour aller faire sa Il faut compète, emmener les bateaux, il faut trouver de l'argent, il faut se loger, il faut les soutenir, ces jeunes. Double championne du monde, Jessica Berra du côté d'Andaï. Là, elle va partir, bientôt elle va défendre son titre à Monaco, parce qu'il y a les championnats du monde à Monaco qui seront mi-octobre. Alors on va essayer de récupérer des images pour Télématin, parce que c'est vraiment spectaculaire. Ouais, vraiment, très j'ai bien. adoré. Allez, on fera J'ai ça. très mal au doigt, parce que je me suis gratté un petit peu en... Vous avez frotté? Ouais. Mais il faut passer l'un sur l'autre. Je pourrais acheter des gants, une petite Non. prime pour les gants? D'accord. To you, upon my knee, just be for two, and two for me, just be for you, and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No Bien, ça, non? C'est rigolo. Hein, pas mal. Alors, deux petits hôtels, c'est pas des chambres d'hôtes? Une chambre d'hôte et un hôtel. Alors, c'est vrai que c'est encore l'été, donc on peut s'évader. Le week-end, le mois de septembre va être formidable. Et moi, je vous propose de vous évader à l'école, à la récréation. La récréation, c'est dans les Côtes-d'Armor, à Châtellerault-Drain, une ancienne école qui a été aussi hôpital militaire pendant la guerre, qui a été investie par un couple, et notamment une dame qui vient de prendre sa retraite, mais qui a été enseignante toute sa vie. Et elle n'arrive pas à décrocher, elle veut retourner à l'école. C'est vrai Donc que c'est une maintenant, tête d'école, hein. elle fait chambre d'hôte à l'école. Et franchement, C'est drôle. c'est très rigolo. Et la deuxième adresse, eh bien, on va retourner au Pays Basque, pas très loin d'Andaï, mais à Guétari cette fois, où l'école du village a été déplacée et les anciens locaux ont été transformés en un petit hôtel qui reprend tous les codes de l'hôtel. Et puis là-bas, franchement, c'est encore l'été. C'est le Baléa. Et là, on va vous expliquer pourquoi. Parce que la baleine, c'est la mascotte de Guétari. Écoutez bien. Des générations d'écoliers ont appris ici les matières élémentaires. Cette école, c'était une ancienne école catholique qui a accueilli jusqu'à 5 classes et 140 élèves. Elle a été construite en 1892. Elle a un passé, elle a une histoire et tout m'a plu. Il y a une dizaine d'années, ne restait plus que 10 élèves. Aujourd'hui, 10 hôtes et quelques autres s'imprègnent de la nostalgie d'antan. Pour Caroline, la cloche sonne toujours. Elle a l'air sympa, la maîtresse. Je suis devenue enseignante, j'ai été passionnée par ce métier
Et puis au moment de la retraite, mon mari m'a suggéré d'acheter une ancienne école, de la restaurer et de l'ouvrir au public. Nous avons cherché une école pendant 1 an et j'ai eu un grand coup de cœur pour cette école. Il y a beaucoup d'objets qui viennent de ma carrière. J'ai fait énormément de brocantes. C'est un peu aussi une passion. Il y a d'autres objets aussi que les gens d'ici m'ont apportés. Bon Point ou Baudet d'âne. Et puis Martinet s'il le fallait. On ne rigolait pas avec la morale. Dans la chambre histoire, on révise Bouvines autant que Verdun. Dans celle des sciences, on apprend sous l'œil bienveillant d'Oscar le squelette. À Châtel-Audrin, les autres plongent avec délice dans leur enfance. Enfin, ceux qui ont les cheveux blancs. Comme le temps passe. Le temps a passé aussi sur Guétari et cette ancienne école du Pays Basque. Nous nous trouvons dans l'ancienne école communale du village qui a été construite en 1905 et par laquelle il y a des générations de villageois qui sont passés. Architecture néo-basque et street art à la récré. Nous avons été très heureux de découvrir la fresque des anciens élèves dans la cour de l'école. Nous avons pu la restaurer. Ce sont les enfants des années 90 qui ont peint cette fresque lors d'un projet pédagogique. Nous avons pu les accueillir il y a quelques mois pour qu'ils puissent redécouvrir leur fresque, non pas à l'école, mais à l'hôtel. Alors bien sûr, nous avons cherché à garder au maximum l'esprit de l'école. Donc c'est pour ça que vous retrouverez un peu partout les codes de l'école. Addition, multiplication, division. Avant d'investir les chambres, exercice de calcul. Cherchez l'erreur. Le tableau noir, c'est la tête de lit. Les dessins des enfants de l'école sur les murs. Nous avons également retrouvé les anciens registres qui sont devenus nos poches d'accueil. Et pourquoi Baléa? Baléa, c'est un symbole de Guétari. C'est la baleine en basque, puisque Guétari était depuis l'Antiquité un port de pêcheurs de baleines. Histoire et géographie pour tous les âges. Et pour le cours de sport, l'océan est à 2 pas. Rappelez la différence entre chambre d'hôte et petit hôtel. Le petit hôtel, il a une vingtaine de chambres et la chambre d'hôte, elle en a 5. Voilà. Et elle va organiser une expo photo de tous les anciens élèves à Guingamp, là, en ce moment. Et oui. Parce que les ramènent leur photo de... Et comme à Guétari, ils sont revenus, ils adorent ça. Ils reviennent, ils vont la voir, ils ramènent les trucs et tout. Et elle était en fonction, cette école, dans les années quoi 60 Là, ça fait 2-3 ans à Guétari, tandis qu'il y a 7-8 ans qu'elle a été fermée à Guingamp. Ah bon, c'est très récent. Oui. Non, je me dis si c'était dans les années... ils vont y arriver. La fresque, c'était en 92. Très bien, merci beaucoup. Sur le web, mademoiselle Olivia du web, la cousine de Laura du web, vous propose une appli pour poursuivre quoi cette semaine, de rentrer sur une bonne lancée, c'est-à-dire que c'est une application qui va motiver les enfants à faire les petites tâches du quotidien comme des grands. Ouais, ça s'appelle Pistache, jeu de mots, t'as une tâche pistache, vous savez, voilà. Oui, il y a des missions. C'est bien ça. Voilà. Il y a des missions maison comme mettre à la table, ranger sa chambre, mais aussi des missions éducatives, travailler ses maths, lire un chapitre de son livre. C'est les parents et les enfants qui créent les tâches ensemble. Et après, l'enfant, il réalise ses missions à son rythme. Et après, il a accès à du contenu divertissant via l'appli. Des petites vidéos, des jeux. C'est une bonne façon, je trouve, de détourner les écrans à bon escient. Et les parents qui ont testé ont tous donné des avis favorables. Ah bon? Oui, c'est pour ça qu'on vous en parle. Les avis sont très bons. Les parents, les enfants, tout le monde est content. Ça s'appelle Pistache. Merci beaucoup. Olivia, parents. Ah oui, parce qu'elle a fait la rentrée jeudi. Oui. C'est jeudi ici, il n'y a plus personne. Non. Toutes les mamans de papa de Télématin, hop, bon prétexte. Il est là tout seul. Vous pouvez vous asseoir. Non, mais ne me laissez pas tout seul, asseyez-vous. Bonjour. Bonjour. C'est l'heure de l'actualité gourmande dans le Télématin du samedi au guidon du triporteur de Télématin, Loïc Ballet, qui vous fait découvrir les terroirs de France et ceux qui les animent. Ce matin, vous avez rencontré qui? Alors là, on a rencontré 2 motards.
Des motards. Quel rapport avec la Et en gourmandise fait, je vous explique. Je suis allé en Ariège cet été pour le triporteur pendant les vacances. On monte en estive. Et puis sur la route, je me fais doubler par 2 motards. Oui. Et je sens que la cuisine sent bon. Donc je m'arrête. Et là, je me rends compte qu'ils ont une cuisine merveilleuse. C'est l'Auberge d'Antan. On est à Saint-Giron. C'est deux dans motards qui l'Ariège. sentaient la cuisine. C'est deux bikers. C'est assez incroyable. Quand vous les voyez, vous dites plutôt c'est des rugbyman, voilà. Et en fait, non. Ils sont en cuisine. Ils ont un endroit merveilleux. L'Auberge d'Antan. Alors quand vous rentrez, vous vous dites c'est l'auberge traditionnelle avec le cochon qui tourne, les petites nappes à carreaux. Bref, c'est assez merveilleux. Et là, la cuisine, par contre, il la réveille. Il réveille la cuisine ariégeoise. Donc c'est plutôt pas mal. Et alors, nous, on est allé pêcher, William. Parce que pourquoi? Parce que l'Ariège... Ils se ressemblent ou quoi? Ah bah oui, en plus ils se ressemblent. Ils sont tous les deux baraques. Il y en a un qui est un peu plus grand que l'autre, mais bref. J'avais l'impression d'avoir des bodyguards en tournage. C'est pas mal, hein, comme là, ça. Là. Vous à côté, oui. Là, je faisais Ninja. Là, moi, ça voilà. fait journaliste de poche. Hein. Voilà, le format de poche. Voilà. C'est le mec, on le met dans la boîte à gants. Oh, peinard, oui, les journalistes, là en bas. Et alors, pourquoi nous sommes allés pêcher, William, en Ariège? Parce qu'il y a 3050 kilomètres de rivières, dont les 2 tiers en montagne. C'est la Mecque, c'est-à-dire c'est l'endroit où tous les pêcheurs rêvent d'aller pêcher en Ariège. Donc nous sommes allés pêcher la truite avec... Mais il n'y a que de la truite ou... Il y a d'autres poissons, mais là on a fait essentiellement la truite parce que on a rencontré notre ami Alphonse Arias. Il a été 3 fois champion du monde, 4 fois champion de France. De pêche. De pêche. Et la truite, ça n'avait pas bonne réputation. C'était un plat un peu vieillot, puis c'était pas très goûteux. Si, ça a du goût la truite. Non, mais il faut savoir la travailler. Il faut savoir la travailler par contre la truite. Parce que souvent, souvent elle est trop cuite. Et voilà. Et ceci dit, la truite est un bon témoin pour savoir si la rivière est en bonne santé. Donc s'il y a des si la truite se marre, c'est que la rivière, elle est bien. Voilà. Donc voilà. On y va, William? Oui. Voilà. Il est cuit ou pas là? Pas à peu près, ouais. À peu près. Bon, et qu'est-ce qu'on lui a mis dans le ventre, là, au cochon, là? Donc, on lui a mis de la farce. Ah oui. De la chair à saucisse, avec du pain, du persil, de l'ail, de la saucisse de Coine. Ah oui, c'est un cochon généreux. Bon, l'idée, en fait, c'est quoi, ici, le concept, finalement? Alors, le concept, c'est travailler avec les produits locaux et circuits courts. En fait, vous avez tout ici. Quasiment. Allez, on y va, là? On y va? Parce que, en fait, ils ne seront pas sur le triporteur. Je vous dis rien, vous allez voir. Alors, présentez-nous le monsieur. Ah ben, Alphonse Arias, multi-champion de France de pêche. Une sommité dans la pêche. Passionné de pêche. Si on veut défendre nos rivières, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Il faut des passes à poissons, c'est ça? Parce qu'il y a quand même un gros combat pour ça. Dès qu'il y a un mur dans l'eau, la truite, elle ne peut plus remonter. Évidemment. Les barrages sont un souci parce que, ils dérivent une partie de l'eau, ils détournent une partie de l'eau, donc ils diminuent la surface mouillée. Ça veut dire que la truite, elle a besoin d'eau pour vivre. Et elle a besoin de cache, elle a besoin d'une capacité d'accueil. Nous rajoutons la pollution qui ne se dilue pas. Moins il y a d'eau, plus la pollution est importante. La truite, finalement, c'est une bonne façon de voir si la rivière est en bonne santé. Oui. Bon, et alors là, elle est pas mal ou pas, la qualité, là, ça va? Oui, nous sommes en altitude, là. On va pouvoir déguster ou pas, là? Évidemment. Oui, parce qu'on a amené du matos, hein. Il y a du matos ou pas? Il y a du matos, hein. Il y a tout ce qu'il faut, là. Bon alors Laurent, on commence par quoi? Eh ben par les truites. Ouais. Je vais finir par me prendre une raclée à la fin de la chronique. Bon alors oui, les truites, on fait quoi? On lève les filets. Oui. Une fois qu'il a enlevé les filets, je récupère la tête et les arêtes. Oui. Je prends une garniture aromatique, je cisèle tout ça, je fais suer au beurre. Finalement, rien ne se perd dans cette histoire. Rien ne se perd, hein, fumée de poisson classique, hein, un soir. Et alors là, attention, les girolles arrivent. Elles ont été cueillies par là ou pas? Elles ont été cueillies. Pas loin. Pas très loin. Oh, moi je pense que s'il tourne bien la caméra, il va voir où on les a trouvées. Ah oui. Mais en Ariège, on ne dit pas où. Ah oui, bah non, on ne dit pas.
On fait sauter bien nos girolles. Ouais. Et après, on termine une cuisson très rapide avec le fumet de poisson. Et alors là, avec le beurre au piment d'Espelette, là, il y a le petit geste. Il y a le petit geste pour faire de belles mousses. C'est-à-dire que là, on sent que vous le faites avec amour. Ah bah oui. Vous avez les maillots de bain ou pas? Ah non. Ah oui, on m'a dit que vous, il se baigne tout nu. Oh, voilà, c'est ça. Bon, bah, on va couper alors. Hein. La truite d'Ariège. Ah ouais. Et petits champignons, c'est quoi ça? Ah oui, alors là, il y avait des petites girolles à ce moment-là. C'est la saison. Voilà. Ah bah, c'était la saison. On l'a tourné il y a 3 semaines à peu près, voilà. Mais c'est le lac de Betmal, là où nous sommes. Oui. C'est l'un des endroits les plus beaux de France. C'est un lac dans un creux, entouré par des bois. C'est merveilleux. Les eaux sont turquoises. Enfin, c'est de toute beauté. Et si vous passez par Saint-Giron, en Ariège, visiblement, il n'y a pas fou là. Ah bah non, parce que c'est ça le charme, c'est que il faut penser au tourisme vert. On pense aller à l'autre bout du monde pendant les vacances. Bah là, pour le coup, c'est vraiment une bonne idée parce que voilà, vous avez de la place. Voilà. Faites gaffe, il y a une bande de cigognes qui ont agressé votre pull. Oui, non, ce sont des flamants roses. Ah bon? Ah bah oui. Oui, d'accord. Ils sont roses. Ouais. Oui, vraiment, c'est très joli. C'est très bas, oui, voilà, mais on essaye de se faire coquet quand on vient à la télé, vous comprenez? Merci beaucoup. À l'école du samedi, c'est les écoles qui habituellement n'ouvrent pas en semaine ou que vous connaissez moins bien. Celle-ci vous apprend à faire quoi? Des choses le samedi que vous ne feriez peut-être pas s'il faisait beau et que vous aviez envie de vous promener. Vous voyez ce que je veux dire? Il pleut, on bricole, par exemple. Et là, pour bricoler, il faut quoi? Ah, et ben là, Du matériel? Ah ben, il faut du matériel, il faut de bons enseignants, et puis surtout, il faut tuer certaines vieilles histoires, vieux mythes qui diraient par exemple que les hommes seraient meilleurs bricoleurs que les femmes. Et si aujourd'hui... Ça va de soi. Ben non, justement. En tout cas, si, jadis, c'était peut-être envisageable. C'est que nous, on a vu ça. Des femmes qui bricolent super bien. Avec une grande enseigne parisienne qui est fréquentée, mais aux 3/4 par des femmes et plus par des hommes. Eh ben oui, je ne suis absolument pas au sous-sol d'un grand magasin. Voilà. Et bien justement, parlons-en, puisque l'école dont on parle aujourd'hui, c'est justement une école créée par une femme, pour les femmes, pour tuer littéralement cette espèce d'idée reçue que nous avons, qui dit que les femmes ne savent rien faire, ne savent pas changer une ampoule, alors que les hommes sont d'excellents bricoleurs. Et qu'est-ce qui s'est passé pour ça? Elle a créé un établissement, elle a créé 2 antennes, il y en a une à Paris, il y en a une à Lyon, et là, on vous apprend à rénover votre habitat. Alors, il y a plusieurs cours, vous choisissez à la carte ce qui vous arrange. Si vous voulez... Selon votre niveau. Selon votre niveau, bien sûr. Mais en général, elles sont un peu toutes au même niveau. C'est-à-dire qu'elles ont quand même envie d'apprendre à se débrouiller toutes seules et arrêter d'appeler le cousin, le grand frère, l'ami, le voisin. Et donc, on vous apprend à monter des étagères, on vous apprend à accrocher des tableaux. Enfin, c'est bête vu comme ça. Tringles à rideaux. Mais bien sûr, des tringles à rideaux, à tout repeindre. Elles font de la soudure et vous allez... Mais oui, robinetterie. Alors ça, c'est après, c'est pour les niveaux... Peinture, vous faites... ça, c'est le master. Vous essayez c'est tous les trucs qu'on a fait qu'on a loupé. Attends, j'en ai d'autres. Vous essayez de nous coller, mais vous allez voir, elle se débrouille très bien. Et non seulement elle se débrouille bien, mais vous allez voir que ces apprentis bricoleuses font tout dans la joie et la bonne humeur. Ouais, ça c'est possible, ça. Ouais. L'idée de l'atelier est vraiment venue au départ par un besoin personnel, de me dire où est-ce qu'on peut apprendre en tant que femme à bricoler de façon plutôt sereine et conviviale. Et je voyais qu'il n'y avait rien qui existait. Et donc je me suis dit pourquoi pas créer des cours pour apprendre aux femmes à bricoler. Ça va faire 7 ans que l'atelier existe. On forme chaque année à peu près 9000 personnes. Tenez-moi vos mains, je vais vous donner des petites vis. Alors, c'est des vis qu'on utilise pour toutes les fixations. Mais on va essayer de décrypter comment ça fonctionne. On essaye? Avec la petite visseuse? Je peux m'aider avec un petit marteau coup sec. Voilà. C'est les 2 mains sur la machine. Et on reste bien dans la ligne de la vis. Un tout petit peu, voilà, dans l'axe, un tout petit peu par là. Et ça va aller tout seul, regarde. On propose 2 grandes thématiques, soit vraiment le côté bricolage pur, et finalement c'est là où on a le plus de demandes. Donc ça va être des cours pour apprendre à utiliser une perceuse, percer des trous, fixer des étagères, des porte-manteaux. Ça va être tout ce qui est cours d'enduit, rebouchage de murs, peinture, des cours d'électricité pour changer la prise. Et puis on a les cours plus déco, où là, on peut être sur des cours d'agencement, d'espace, de couleurs. L'idée, c'est de mettre dans du béâtrage un interrupteur.
On va utiliser une visseuse. Alors là, c'est beaucoup plus gros de diamètre, hein. Vous allez faire attention de bien tenir la machine et de ne pas forcer. Et au fur et à mesure, vous avancez tout doucement. Bloquez pas, parce que si vous forcez de trop, en fait, c'est la machine qui va tourner. Qui se charge de cette affaire? Ça y est, on va pouvoir mettre notre interrupteur, mais c'est pas merveilleux ça? En tant que femme, il n'y avait pas vraiment la transmission du bricolage. Les pères ou les grands-pères transmettaient à leurs garçons, leurs fils, pas forcément aux filles. Et puis le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes qui devaient se débrouiller par elles-mêmes, soit des femmes célibataires, des femmes qui se sont séparées, des personnes qui sont veuves aussi. Puis il y a aussi d'autres types de clientes où c'est un bricolage plus plaisir, notamment dans les cours plus relooking de meubles, peinture, où là, des femmes viennent prendre des cours pour un peu assouvir leurs besoins de créativité. Vous vous laissez aller, hein. Vous le faites simplement, c'est ce qui est important. D'accord? Vert frisson, ça vous va? Allez, je vais juste faire ça. En fait, on vient caresser le dessus. Qu'il soit bien gras, pas trop, ça ne doit pas couler. Tu reviens dedans et tu repars après. Et on ne revient plus là, hein. Il est trop tard. C'est-à-dire que là, si tu y vas, tu vas arracher la peinture. L'idée, c'est qu'elles s'entraînent dans l'atelier. Donc chez nous, elles vont faire toutes les erreurs qu'il faut. Et au moins, comme ça, quand elles rentrent chez elles, elles vont vraiment pouvoir faire ça plus sereinement. Et dire, c'est moi qui l'ai fait. C'est bien ça. Ah oui, c'est Cours bien. pour les femmes, les hommes sont admis, oui, mais bon. Bon, s'ils veulent, mais bon, ils se sentiront vite très C'est seuls. pas recommandé, enfin. Bien, merci. C'est cher, Merci. les cours, là, non? Non, très très abordable. On est aux alentours de 200-300 euros pour 3 jours, 4 jours. De D'accord. atelier. Et là, j'ai vu, il fait peinture, hein. Ah bah bien sûr. Ouais, ne revenez jamais sur le truc, hein. Ça a eu le temps de sécher, vous repartez avec. Infernal. Merci beaucoup.